Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 4 novembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 69 000 $ et un Ether qui repasse sous les 2500 $. Le week-end n'a pas été très porteur à seulement désormais 24 heures de l'élection du nouveau président des États-Unis. On va essayer de voir et de décrypter ensemble aujourd'hui le positif, le négatif, le court terme, moyen terme, long terme et voir ce qui pourrait donner sur la fin d'année une direction au marché crypto et également donc certainement que ce qui se passera là maintenant entre novembre et décembre donnera le ton également pour le premier trimestre 2025. On constate toujours à cette occasion que le top 100 suit dans le rouge finalement. Dès que Bitcoin éternue, malheureusement pas plus attiré de ce côté-là. On a quelques-uns qui restent légèrement dans le vert, mais ça reste tout à fait anecdotique. Et quand je vois par exemple du Polkadot à 3,80 $ sous quasiment les prix de mise à plat du bear market, c'est complètement fou de se dire à quel point justement et de constater le fait que les altcoins ont très largement sous-performé jusqu'ici et que pour bon nombre d'entre nous on commence à se poser sérieusement des questions si le cycle respectera la fameuse alt season. En tout cas à court terme, après être venu chercher le quasi ATH à quelques dollars près parfois selon les échangeurs, au cours du week-end on a eu une petite mèche ici, c'était vendredi je crois, où on est revenu backtester la zone de cassure en 4 heures autour de 71 506 et derrière on s'est fait rebalancer en direction des 67 500. Le crypto fear and greed 70 dans l'euphorie mais pas extrême et on voit que les open interest ici sont toujours relativement haut perché et donc ça va être cette fameuse élection qui va oui ou non aller dans le sens de ce qu'attendait le marché et pour l'instant au niveau des sondages en effet on a de nouveau Kamala Harris qui remonte très très fort donc ça va peut-être être le twist avec tout le monde qui pensait que ça y est c'était déjà fait pour Donald Trump et derrière un résultat qui était peut-être pas justement celui attendu par les marchés en tout cas. La balle au centre, le no man's land pour tout simplement la map de liquidité, donc on a tout juste venu titiller le haut de cette borne, on repart en direction de la borne basse. Il ne se passe pas grand chose avant les 66 000 mais c'est plutôt à 60 000 pour ne pas dire ensuite 55 qu'il faut s'aventurer pour véritablement avoir du gros support. Donc espérons qu'en ce début de semaine, effectivement, les acheteurs redoublent d'inventivité ou du moins d'ardeur pour recoller avec les 70 000 $, puisque comme on le verra dans un instant, au niveau de la bougie hebdomadaire qui vient de se clôturer, c'est loin d'être extraordinaire, donc vraiment c'est le moment ou jamais de se manifester pour les acheteurs. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN qui vous propose donc de vous connecter sur différents serveurs au travers du monde. Ils ont une offre qui est des plus complètes, qui ne limite pas votre bande passante, sur lequel vous pouvez faire tourner votre VPN sur 10 écrans en simultané et qui n'a pas de log dont vous ne serez pas pisté au fur et à mesure de ce que vous faites. Et par contre, au travers de cette offre exclusive pour le Black Friday avec les 4 mois offerts et satisfaits ou remboursés pendant 30 jours, vous aurez une navigation en sécurité puisque au fur et à mesure de votre navigation, que ça soit pour les fichiers que vous téléchargez ou les sites que vous consultez, NordVPN applique en continu un filtre anti-menace qui vous permettra à la fois de surveiller si vos emails ont fuité sur le darknet, mais surtout d'avoir une surveillance en temps réel au niveau de votre navigation. Vous avez dans l'offre également tout incluse le NordPass pour le gestionnaire de mots de passe, ne plus avoir des petits mots de passe avec par exemple Pupus 123 qui la plupart du temps peut être craqué en quelques secondes malheureusement, et en plus le double avantage pour nous qui sommes en crypto, effectivement on n'a pas à retaper les mots de passe au clavier, vous pouvez mettre des mots de passe extrêmement robustes et ça c'est un gage de sécurité supplémentaire. NordLocker qui vous permet de sécuriser vos fichiers dans le cloud privé et vous avez donc la possibilité de vous connecter dans 111 pays, le tout en bénéficiant bien entendu de tous les privilèges et tous les avantages en regardant de temps en temps sur Disney par exemple, tout en avant-première notamment du côté des États-Unis. Pour ceux qui suivent le sport en zone européenne, vous pouvez vous connecter notamment chez nos amis belges pour voir le foot, la Formule 1 et tout ce qui va bien en clair sans avoir à payer d'abonnement supplémentaire. Donc clairement ça on fait une offre aujourd'hui qui est très intéressante. Le tout avec ces fameux 4 mois offerts, 30 jours satisfaits ou remboursés. Et la bonne nouvelle pour nous crypto aficionados, c'est que nous pouvons payer en crypto sur NordVPN. Donc n'hésitez pas, ça vous permettra d'améliorer considérablement votre sécurité au quotidien avec Income Sharks au niveau des informations. Et on part sur les statistiques historiques des 2 dernières élections, 2016 avec Trump
Trump, 2020 avec Biden. Est-ce que ce coup-ci, ça va être Trump ou Harris? C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais je pense qu'on va être assez rapidement fixé. Et en tout cas, les deux dernières itérations sur le SP500, bon, à chaque fois, on part quand même d'un point qui était plutôt un point bas, donc je ne sais pas si on peut totalement comparer, mais voilà, on avait eu un dump avant l'élection et derrière, on avait eu un pump. Donc, est-ce que le SP500, ce coup-ci, étant plutôt sur un point haut, on va avoir une continuation de ce pump ou est-ce que ça va être vendu post-élection? En tout cas, pour l'instant, comme le mettait en avant pour le marché crypto Dan CryptoTrade, il a fait une belle bougie qui m'a plutôt pas mal plu hier. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, c'est pas con de l'illustrer ainsi. Et donc, pour lui, selon le résultat, si c'est jamais très certainement pour le marché crypto, Donald Trump, qui a été un peu l'élu, l'attendu, qui a énormément teasé auprès de la crypto-communauté, on pourrait effectivement avoir le franchissement à court terme, courant novembre, de cette fameuse zone des 70 000 en direction des 80 000. Si jamais c'est Kamala Harris, et là aussi, rien n'est moins sûr, très certainement qu'à moyen terme, ça n'aura aucun impact. Mais en tout cas, à court terme, essayons de dissocier ce qu'on appellerait, comme on disait depuis quelques semaines, le scénario Donald Trump avec peut-être un peu plus un mood haussier en faveur du marché crypto et le mood Kamala Harris où peut-être elle s'intéressera au marché crypto mais au bout de 1 ou 2 ans après son investiture, ça serait plutôt ça à peu près le délire et avec la SEC qui aurait un peu plus de pouvoir contre les cryptos quelque part sous l'administration comme elle l'a eu sous l'administration Biden. Voilà, j'essaie de me projeter là-dessus sans rentrer dans les détails politiques, mais toujours est-il, la bougie verte avec ce qu'on qualifiera de scénario Trump sans pouvoir s'avancer là-dessus. La bougie rouge, scénario Kamala Harris où on revient en direction de sous les 60 000 $. Et a fortiori, je pense qu'on pourrait même visiter de nouveau les points bas autour de 50 000 $. Donc clairement, ça en fait deux antagonistes, mais c'est plus ou moins l'amplitude très certainement électorale qu'on pourrait balayer. Et donc très curieux d'en voir la sortie, puisque au bout d'un moment, voilà, il nous tarde aussi à tous de passer à autre chose, et notamment pour nous autres qui ne sommes pas américains, justement. Agent TR qui nous faisait un petit trade sur l'imposition crypto. Il a mis au point un outil qui vous permettra de faire des calculs en fonction de combien vous avez généré, de s'il vaut mieux le sortir à tel taux ou à la flat tax ou justement à quel taux vous allez être soumis en fonction de ce que vous sortez et notamment depuis les dernières nouvelles autour de la contribution sur les hauts revenus et la taxe Puma et tout ce qui va bien. Donc un très beau dossier, n'hésitez pas à aller le consulter et à vous le mettre en favori puisque c'est un outil qui en quelques clics vous permettra notamment de savoir où vous en êtes par rapport à votre imposition latente et on le mettra à jour et très certainement que par la suite ça intégrera tout ce que vous retrouverez notamment sur l'Oracle et d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler en début d'émission, vous avez bien entendu votre newsletter qui tombera vers 9h du côté de vos mails ou sur Substack pour l'Oracle de cette semaine et une semaine qui comme vous vous en doutez entre demain 5 novembre 2024, l'élection du nouveau président des États-Unis et vendredi, la Fed avec le FOMC qui vont annoncer si oui ou non ils baissent les taux et de combien. Clairement, ça va être la semaine de folie là pour les marchés et surtout pour le marché crypto. On le sent, on a une tension qui est assez palpable et tension palpable sur ce qui peut s'apparenter soit à une pierre tombale, mais on n'y était pas tout à fait, mais plutôt à une shooting star du côté des chandeliers japonais pour ceux qui font un peu de chartisme. Et donc, je vais pas vous perdre dans tout ce charabia. Qu'est-ce que ça veut dire que ça soit la pierre tombale ou que ça soit la shooting star? C'est plutôt des bougies de top en général qui démontrent simplement une seule chose quand on observe la bougie, c'est qu'au cours de sa vie hebdomadaire, c'est-à-dire la semaine dernière, elle est venue chercher très haut avec les quasi 74 000. Les vendeurs ont repris le pouvoir et ont repoussé la quasi-intégralité de ce qu'avait réussi à gravir justement cette force acheteuse. Donc vous vous en doutez bien, c'est plutôt des bougies en général qui sont plutôt baissières ou annonciatrices d'une phase baissière à court terme. Et en parlant de baissier, la fermer les écoutilles pour ceux qui sont un peu cardiaques ou qui ne veulent pas voir l'autre face justement puisqu'on va traiter en fait 2 fois d'affilée ici immédiatement 2 charts de Bob Lucas. Un où on serait potentiellement dans une phase extrêmement baissière et un qui finalement a un peu plus de chances d'arriver au vu du temps qu'on a mis à coller
proche de l'ancienne ATH avec une phase haussière telle qu'on l'a décrite là aussi bon nombre de fois. Donc le court terme, malgré le fait que ce chart puisse paraître très pessimiste quand on regarde un chart comme ça où finalement on re-rentrerait quasiment en bear market immédiatement après avoir hésité plusieurs fois autour de 75 à 80-85 000, fausse sortie sur fausse sortie, et où on repasserait donc de nouveau dans quelque chose en ventre mou entre les 40 000 et les 70 000 $, et ça perdurerait jusqu'en 2026-2027 avec un cycle qui pourrait s'apparenter au fameux cycle de plateau. Et en gros, il le décrit très bien ici. Pour lui, ça n'a pas encore lieu d'arriver immédiatement, mais ça va arriver tôt ou tard. Que ça soit sur ce cycle, ne nous en déplaise, ou que ça soit sur les cycles d'après, celui encore d'après, peu importe. Je suppose que ça pourrait être très fortement corrélé pour ma part, comme là aussi on l'a décrit au fil des années sur la chaîne, avec la capitalisation. Une fois qu'on va choper du 5 000, 6 000, 8 000, 10 000 milliards pour le marché crypto, il y aura un moment où, comme pour la post-bulle Internet des années 2000, et bien qu'on ne puisse pas tout à fait comparer, bien entendu, les cyclicités du marché crypto de 4 ans jusqu'à présent, bien que ça fasse 16 ans désormais pour le Bitcoin, à ce qui s'est passé au niveau de la bulle Internet en 2000, mais il y aura forcément un moment où les choses vont complètement se poser et où il y aura des grands leaders qui sortiront inéluctablement. Et à ce jour, le grand leader, c'est effectivement et uniquement, on en a bien l'impression, Bitcoin, qui est extraordinaire sur ce cycle. Et finalement, je peux comprendre aussi les inquiétudes et l'impatience qui règnent du côté des particuliers qui souvent sont très largement cloisonnés que sur les altcoins. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Déjà par rapport au fait qu'un jour ou l'autre, oui, on va avoir une période transitoire comme ça, où très certainement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le Bitcoin ne va plus faire grand-chose, ou faire le yo-yo entre deux bornes, avant peut-être derrière justement de connaître une phase exactement comme l'a fait le gold de son côté. Et d'un autre côté, ça peut également nous servir pour rester bien ancré dans le sol de scénarios où ça ne se passe pas bien, où ça va pas dans notre sens, où on a un signe noir de type mars 2020 et plein d'autres choses pas très ragoûtantes qui peuvent nous arriver quand nous sommes exposés au marché en général, puisqu'on ne peut pas prédire le futur, on ne peut que estimer justement à un instant donné en fonction des datas qu'on a si ça peut avoir un peu plus de chances de monter, de descendre, ou en tout cas quand on regarde les différences historiques, de savoir à peu près où nous nous en trouvons. Ce qui aujourd'hui finalement est assez complexe puisque vous vous en doutez bien, vu tout ce qui s'est passé d'un point de vue macro depuis 4 ans, depuis 2020, bientôt 5, on arrive très rapidement en 2025. Voilà, c'est vrai que les marchés sont devenus très vivaces, très complexes, et la surcouche de complexité pour nous, pour le marché crypto, c'est le fait que désormais on ait eu en plus effectivement tous ces ETF qui sont apparus, ça a amené de la liquidité encore plus sur les futurs et les options, et on a aussi voilà, de plus en plus de produits dérivés. Le bon côté des choses, c'est qu'avant son chart pessimiste, sauf que le post ne l'était pas tant que ça, puisque ça accrédite aussi un peu la thèse finalement du fait que ce cycle devrait encore pas trop mal se passer, au vu des cycles précédents et au vu de la contraction monstre que l'on déroule depuis pas mal de temps ici. On devrait effectivement avoir ce cycle haussier qui intervient entre cette fin d'année finalement et courant 2025, avec une cyclicité qui serait totalement respectée si on avait le top à l'automne 2025, mais là aussi selon comment ça part, si jamais c'était le bon président, si jamais on avait je sais pas un truc qui dit vous pouvez avoir du Bitcoin dans votre réseau d'entreprise et vous serez pas imposé là-dessus, ou voilà, quelque chose qui inciterait finalement les institutionnels, mais d'un point de vue pure player business to business ou des trucs comme ça, un truc qui permettrait de changer la donne et de convertir les quelques réticents qui existaient encore pour avoir des superstars tels que Microsoft qui l'étudiait encore récemment, qui mettraient une partie de leurs bénéfices finalement ou de leur trésorerie comme ça en Bitcoin, même si ça représente 1, 2, 3%, ça enverrait un sacré signal ça pour le coup au marché, et c'est typiquement le genre de catalyseur qui nous propulserait là oui très haut. Un abonné cambriolé ses clés privées dans la nature, vision d'horreur bien réelle d'un soir d'Halloween. Nous avons été contactés ces derniers jours sur Instagram par un abonné qui était vraiment en panique pour le coup, mais qui a eu la très bonne réaction
lorsqu'il a constaté malheureusement que son coffre-fort avait été tout simplement ouvert lors d'un cambriolage. Et donc que contenait ce coffre-fort? Tout simplement ses clés privées avec les fameux mots, la passe-phrase qu'on écrit tous. Lorsque nous mettons en route un quelconque hardware wallet, bien du moment que vous détenez vos clés privées, c'est vraiment ce qui vous permettra de récupérer votre portefeuille plus tard, peu importe les conditions. Donc c'est vraiment le truc à ne pas perdre, à écrire sur un bout de papier ou encore mieux à graver sur une plaque de titane et à le mettre bien caché ou fragmenté aux quatre coins, pas du monde, mais de là où vous pourrez le retrouver en tout cas. Et là, cette personne malheureusement voilà, a vu ses clés privées comme ça partir dans la nature. Sous le coup de l'émotion et de la panique, il a quand même bien géré puisqu'il a transféré immédiatement les cryptos qu'il y avait sur sa ledger, notamment vers un échangeur centralisé pour sécuriser ça à court terme. Et désormais, il n'aura plus qu'à créer une nouvelle seed sur sa fameuse ledger, en gros l'effacer et retransférer donc au propre en mettant ce coup-ci, je suppose, les fameuses clés privées plutôt dans un endroit qui soit externalisé au domicile. C'est quelque chose qui, au bout d'un moment, si vous avez un patrimoine conséquent en plus d'un multi-signature, vous sauvera de bien des situations comme ça où ça aurait pu mal se terminer pour cet utilisateur. Nvidia qui prend la place de Intel dans le Dow Jones, et on a MicroStrategy aussi qui est en train de se hisser petit à petit aux portes du SP500 et je sais plus dans quel indice ils l'ont fait rentrer récemment. Donc voilà, MicroStrategy aussi qui pèse de plus en plus et Nvidia qui est l'incontournable. Pour la quatrième fois, le même schéma se répète pour BTC. Va-t-on vers un mois de novembre qui sera extraordinaire avec un dernier trimestre dans son intégralité qui le sera tout autant? Comme vous l'aurez compris, ça se joue maintenant. Et Axel Kibar qui quand même nous montrait qu'on a clôturé effectivement pile poil sous l'ancien ATH, toujours pas de breakout acté, toujours pas ni en hebdo ni en mensuel, encore moins. Donc on est vraiment cloisonné sous cette zone de polarité, et à court terme au final c'est ce que je vous décrivais dans les dernières émissions. C'était déjà vrai quand on était à 67-68 et d'ailleurs on est à peine à 69 aujourd'hui, mais c'était encore plus vrai quand on avait 100% des bitcoins qui étaient en gain juste sous les 74 000 $. Que font les professionnels de marché dans l'attente d'un directionnel ultra volatile qui va arriver dans les jours de cette semaine? Ils se retirent ou alors à minima ils gardent une petite exposition spot et ils sont en train de shorter sur le futur. Donc vraiment c'est un moment où ça va chauffer, je peux vous le garantir, et c'est pour ça que pour les plus précautionneux d'entre nous qui font un peu plus de court terme, parfois il fait bon de réduire un tout petit peu la voilure justement quand on ne sait pas trop dans quel sens ça peut partir. On a 21 Shares qui demande donc, qui dépose un dossier pour un ETF XRP, tandis que Grayscale continue de ventiler les Ethers qu'ils avaient sur leur trust, donc il leur en reste encore 5 milliards. Je comprends pas pourquoi ils passent pas un deal OTC, peut-être avec BlackRock ou d'autres, pour se faire racheter en une seule fois. Il y a quelque chose qui m'échappe de ce côté-là. Peut-être le plus gros twist de ces dernières années avec Donald Trump, donc qui était donné très largement gagnant par Polymarket, et on a les paris qui sont en train de se renverser mais à une vitesse phénoménale. Je pense que d'ici demain on sera de nouveau quasiment à l'équilibre pour chacun, c'est complètement dingue. Les open interest du CME qui ont spike sur les 5 derniers jours, je pense qu'on était là pour le voir avec un nouvel ATH d'open interest de plus de 40 milliards notamment quand c'était agrégé, donc à voir ce que ça peut donner derrière. Tommy Douziak qui nous a proposé sur Zone Bourse les 5 tendances qui vont bousculer 2025 au niveau de la tech, donc je vous invite à le consulter. On parle souvent des VC comme le mal absolu quand il s'agit des levées de fonds qui derrière engendrent des ventes assez massives pour des multiples qui le sont tout autant, mais rien n'est également plus prédateur que les échangeurs centralisés, puisqu'on avait un exemple ici d'un utilisateur qui est lui-même un VC et qui disait que la dernière fois il y a Binance qui a demandé à un projet qui avait levé entre 500 millions et 1 milliard tout simplement 50 à 100 millions pour le listing, donc globalement ça représentait une quinzaine de % de ce qu'ils avaient levé, et ça démontre qu'aujourd'hui oui, les échangeurs centralisés aussi pour les listings sont tout aussi prédateurs en effet que ce qu'on peut voir du côté des VC, et ils sont en train un peu de se renvoyer la balle tous en mode qu'est-ce qu'on a fait de mal. Je pense que tout le monde le sait ce qui s'est passé, mais globalement c'est déjà pas trop mal de commencer à avoir un peu cette prise de conscience de remise en question, en espérant qu'il en ressorte du positif derrière. Un cycle qui est bien différent des autres car il est profondément nourri par un espoir
espoirs des particuliers qui sont restés sur les altcoins, je pense qu'on le voit tous, et face à nous désormais on a des institutions qui gèrent pour BlackRock, les derniers chiffres c'était quoi, 12 000, 13 000 milliards, donc en gros 10 fois le market cap de Bitcoin, et quand on fait le total des assets under management, on est probablement à une dizaine de fois le crypto total entier pour toutes ces entités qui gèrent les ETF. Donc clairement, ça ne sera pas un cycle qui est facile, et d'autant plus pour ceux qui n'ont pas de Bitcoin et qui jusqu'ici du coup n'ont fait quasiment aucune performance. Et justement pour ceux qui étaient là au printemps, je suppose que si aujourd'hui on vous posait la question de si vous auriez préféré que votre cycle s'arrête en mars 2024, que vous preniez vos profits là et que derrière vous ne re-rentriez plus pour 1 ou 2 ans par rapport à là où on en est aujourd'hui, je pense que pour l'immense majorité vous auriez tous préféré sortir en mars et ne pas re-rentrer derrière, quitte à louper un petit peu de upside plus tard. Donc c'est un peu ce qui s'est passé notamment en 2021 avec le début 2021 qui a été d'une frénésie mais inouïe pour le coup, et derrière je me suis souvent posé la question de si les personnes qui étaient justement sorties avant avril 2021 et qui ne sont pas restées jusqu'à l'automne à essayer de se faire un peu du mal et à choper le nouveau Pico top au moment où c'est arrivé, manipulé très largement par FTX, voilà, je me suis souvent posé la question de s'il n'y avait pas eu plus de personnes tranquilles et heureuses de TP en mars-avril 2021 que ceux qui ont continué de se faire du mal derrière, qui sont rentrés dans l'engrenage de Terra UST, de FTX en 2022, qui se sont complètement fait voler tous leurs fonds. C'était absolument abominable. Le chart de la Bitcoin dominance donc qui continue de méga up, et donc on revient aux informations de la dernière fois avec notamment le marché américain qui avait clôturé dans le rouge. Au niveau des charts, c'est facile, hein, finalement on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas eu une pierre tombale parfaite, mais on a eu une shooting star effectivement. Donc là cette semaine, va falloir tout simplement être observateur, de voir si on annule cette bougie pour essayer à minima voilà, de recoller avec les 70-71. On est ici sur le BTC1 Futur CME qui lui avait tapé pile poil son ATH autour de 74 420 $ précisément, et donc on a la petite médiane autour de 66 pour les professionnels, la moyenne mobile 20 à 63, la moyenne mobile 50 qui se trouve aujourd'hui juste sous les 60 000, moyenne mobile 100 autour de 43 et moyenne mobile 200 juste sous les 41 000 $. C'est la zone qu'on aurait si on avait un quelconque signe noir et qui est également proche des 40 000, donc une zone de polarité très importante pour le marché crypto. La dominance au-dessus de 60% qui empile littéralement des bougies elles de bull run, donc on ne sait pas si c'est encore le bull run du BTC, mais en tout cas c'est le bull run de sa dominance, et quand on regarde ETH BTC, voilà, c'est le miroir inverse, on se fait complètement éclater sur Ether. Je suis pas mécontent d'avoir voilà un bac de Bitcoin sur ce cycle que je n'avais peut-être pas, ou en portion infime au cycle précédent de 2021, mais c'est clair qu'aujourd'hui, en étant exposé aux alts dont Ether, on continue de subir. On a malgré tout les deux supports dynamiques qui sont en train de remonter, 2003 moyenne mobile 100, 2370 moyenne mobile 200, donc on va voir ce que ça va donner. On est bien cloisonné entre toutes ces moyennes mobiles et notamment la 20 qui fait office de barrage au-dessus à 2725 aujourd'hui. Donc un Ether auquel il manque très certainement deux choses à court terme, c'est du temps pour finir de mûrir ce mouvement où on ne sait pas trop où on va par rapport à Bitcoin. Et une fois que Bitcoin aura choisi, enfin je l'espère, la phase haussière des 80-100 000, on aura Ether derrière qui permettra de prendre une bonne respiration, de s'affranchir lui-même de ces 2008-3000. Et là, ça sera de nouveau la porte ouverte à une spéculation un peu plus débridée, des narratifs positifs, et de nouveau Ethereum redeviendra sexy comme de par magie, entre guillemets, en fonction de son action de prix. Et deuxièmement, vous l'aurez bel et bien compris, un narratif où derrière on aura des ETF qui pourront être pitch correctement, exactement comme ils l'ont fait avec le Bitcoin en mode hors numérique. Pourquoi pas tout simplement dire aux clients qui n'ont pas le temps de s'y intéresser aux États-Unis que c'est le super ordinateur qu'on pourrait comparer au silver si Bitcoin et le gold, pour faire des analogies à peu près foireuses. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, on a un actif qui est vraiment cloisonné. Après, la volatilité n'a jamais été aussi basse là sur Ether. Donc
Donc dans tous les cas, entre fin 2024 et début 2025, je suppose qu'on aura eu notre point bas sur ETH BTC et qu'en fonction de l'action de prix de Bitcoin, on pourra en tirer les conclusions qui se feront ensuite. Le futur du marché américain, 5775 ce matin, donc qui a tenu à 3 reprises ici la zone des 5732, donc on vient même pas chercher la moyenne mobile 20, pour l'instant ça a l'air de vouloir tenir et on va voir donc si tel que le mettait en avant Income Sharks, on aura donc un post-élection plutôt pumpy pour le SP500, sauf que les deux itérations précédentes, en effet, on partait d'un point bas et pas d'un point haut, donc attention. 103,72 pour le dollar qui, à court terme, nous fait plutôt une configuration de retournement. C'est pas totalement acté, mais bon, c'est un peu de mou du genou et c'est ce qui nous permet également de pas trop mal se maintenir, notamment du côté de BTC et des actions. Et on clôturera avec le gold. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas à suivre aussi le gold face au BTC ou le BTC face au gold, peu importe, pour constater à quel moment aussi on aura peut-être une rotation du côté des métaux précieux en direction du Bitcoin, puisque là on a eu une phase parabolique assez extraordinaire avec de nouveau la fameuse petite bougie la semaine qui vient de se clôturer sur une pierre tombale là qui est quasiment parfaite. La parfaite serait avec un corps de bougie vraiment minus qui est tout en bas, donc on y est presque, on est plutôt sur un sabre laser, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, comme vous l'aurez compris, en conclusion de cette modeste petite émission, on est réellement là pour le coup. Vincent Gann peut le sortir cette semaine sur une semaine qui est absolument et totalement décisive. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve ce soir autour de 20h sur Twitch pour débriefer tout ça et peut-être pas mardi même, à moins qu'on fasse un Twitch pour l'élection, mais ça sera plutôt un débrief à tête reposée mercredi où on constatera si on a eu un quelconque franchissement ou si de nouveau on s'est pris un moins de 10 000 $ sur Bitcoin. Ce qui, comme vous tous, je n'espère pas, puisque là à court terme, vraiment ça fait 8 mois qu'on en a chié, tout le monde est exaspéré, désespéré, prêt à jeter ses bacs d'altcoin à moins 90%, donc je pense que le travail a été fait par le marché et que plus ça serait vraiment nocif, ça serait négatif de repasser de nouveau sur une phase transitoire qui serait pas forcément une phase ultra baissière, mais voilà, on en est à un moment où il y a besoin aussi pour le marché et pour l'industrie d'avoir une respiration haussière. Je ne sais pas ce que feront les market makers, je ne sais pas ce que vont faire notamment ceux du côté des marchés traditionnels, mais le souci pour le marché crypto à court terme, ça va rester le fait qu'on est fortement corrélé au marché américain et que tant que ça sera le cas et notamment assimilé à la tech et à la tech ultra risquée, on n'aura malheureusement pas le marché crypto qui vit sa propre vie. Donc l'idéal, c'est de finir de traverser cette phase d'adolescence, de venir chercher peut-être voilà, les 10 000 milliards entre ce cycle et celui d'après, d'avoir un cycle où on pose les choses, où tout finit de s'épurer sur quelques années et où les grands gagnants, comme les supersets au niveau du marché américain, finiront par totalement sortir du lot pour le marché crypto et où on aura peut-être bien moins de spéculation tout azimut et notamment tous les meme coins ou les trucs comme ça qui finalement peuvent servir un intérêt à court terme un peu illusoire au niveau des particuliers, mais qui d'un point de vue infrastructure de marché ou technologie pure et dure de la blockchain n'ont strictement aucun intérêt. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à ce soir et à mercredi pour le débrief de tout ce qui se sera passé entre temps. Ciao ciao.